Salut à tous, c'est Bismart, c'est parti, une nouvelle heure de débat sur l'actualité économique du moment. Alors évidemment, l'actualité économique du jour autour de la réforme des retraites et puis de l'aspect social, confrontation, test, appelez ça comme vous voudrez, de la réforme des retraites. Et puis ensuite, parce que j'ai là deux économistes de renom, ensuite on se fera un tour du monde macroéconomique. Il y a énormément de questions qui émergent. Alors certaines, elles émergeaient même un peu avant Noël, mais vous savez, comme je le fais assez régulièrement, je rassemble pas mal d'informations et puis on attend d'avoir les gens capables d'en parler de manière intéressante pour poser les questions. Voilà, donc c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, de renom. Au moins sur Bismart. Voilà, on va dire ça comme ça. Anne-Sophie Alsif, salut Anne-Sophie, chef économiste BDO. Et Philippe Wechter, salut Philippe, Ostrom Asset Management. Alors, question très ouverte sur peut-être laissé de côté, à moins que, mais comme je le faisais hier, j'ai l'impression que sur le principe de la réforme, tout a été dit. Mais c'est maintenant sur la mobilisation sociale, les parallèles qui peuvent être faits ou pas avec 2010, avec 95, enfin voilà. Anne-Sophie, comment est-ce que vous voyez les choses ? Je pense que là, on ne peut pas vraiment comparer par rapport à 2019 et même ce qui s'est fait avant. Déjà parce que la situation politique est assez différente. Donc, c'est vrai que pour le président, il n'y a pas de réélection, donc il y a un petit peu l'idée de dire je ferai la réforme comme je l'avais prévu. Il faut aussi savoir qu'au niveau européen, il est assez affaibli, puisqu'il avait dit que ça allait être quand même le président qui allait assainir les finances publiques. Bon, ça a un petit peu échoué ces derniers mois, donc la réforme de l'assurance chômage et des retraites, c'est un petit peu voilà, ce qui pourra mettre devant les partenaires européens en disant regardez, j'ai quand même fait quelque chose pour les finances publiques avec une réforme des retraites qui est quand même assez difficile, notamment sur l'âge de départ. C'est vrai, des autres pays européens ont déjà fait leur réforme. Juste un point, garde le reste de ton raisonnement. Juste un point là-dessus, c'est important dans un contexte de remontée des taux d'intérêt, les 270 à 300 milliards d'euros qu'on va aller chercher sur les marchés. C'est important d'envoyer ce signal-là ? Oui, c'est important parce que tout le monde a fait du quoi qu'il en coûte. Donc voilà, on n'est plus sur les niveaux de dette maintenant qui sont élevés partout. Tout le monde a des difficultés. Par contre, ce qu'il faut, c'est donner des signes de réforme structurelle. Certes, on ne fait pas de la restriction budgétaire, mais on donne des gages et on fait des réformes structurelles pour assurer. Donc ça, c'est assez important. On en avait parlé au premier quinquennat. Bien sûr, ça n'a pas pu se faire. Et c'est vrai que aussi, pour toujours reprendre du poids, notamment par rapport aux pays du Nord, c'est bien de dire qu'il a, on va dire, la légitimité, la force politique dans son pays de faire une réforme. Donc ça, c'est en effet premier pas point le même important mandat par tout rapport à 2019 où il y avait quand même aussi une réélection. Et puis le deuxième aspect, c'est assez intéressant, c'est l'aspect pouvoir d'achat. C'est vrai que le gouvernement s'était dit, voilà, on essaie de dealer 2 ans en plus, et puis par contre, on fait cette fameuse retraite à 1 200 € lorsque vous avez entièrement cotisé pour augmenter le pouvoir d'achat, notamment des très petites retraites. Donc ça pouvait être une bonne nouvelle en disant, vous travaillez plus, mais on vous donne plus, voilà, dès le mois de septembre. Donc c'est quand même assez effectif. Et dans un contexte de crise de l'énergie inflationniste, eh bien, c'est vrai qu'il y avait l'idée de se dire ça pouvait peut-être plus se passer parce qu'il y allait avoir pour beaucoup un gain d'argent à court terme. On voit que c'est pas du tout le cas et on voit que, alors là, c'est les enquêtes d'opinion, vous allez me dire ça peut changer après la manifestation, qu'il y a vraiment l'idée de se dire voilà, c'est encore un acquis qu'on va perdre et l'aspect chiffre bien sûr joue, mais c'est vrai qu'en sortant de ce quoi qu'il en coûte, on a mis des dizaines de milliards chaque semaine, mais il y a l'idée de se dire voilà, pourquoi encore les retraites, on sait qu'il y aura encore plein d'autres réformes et si je ne fais rien maintenant, je sais que je pourrais perdre après. Donc ça, c'est quand même assez développé et dans l'ensemble de la population, que ce soit les partisans de droite, de gauche ou des salariés du public ou du privé. Je me permets, toute petite correction, Ouais. Waouh, 85% du SMIC et pas 1200, c'est-à-dire qu'en plus elle est indexée. Tout à fait. Donc, Mais... Et c'est vrai, tu as parfaitement raison, mais c'est passé totalement à l'as. Philippe ? Moi, je crois qu'il y a des différences quand même par rapport aux périodes précédentes. En 95, c'est souvent... Alors, c'est la référence. 95, c'était le secteur public qui était, sur lesquels il y avait des réformes. C'est vrai. Et donc, là, c'est le secteur privé. Le secteur public est à peine touché par les réformes. On parle évidemment de la RATP, etc. Mais c'est marginal par rapport à ceux qui vont être touchés. Donc, la dynamique d'entraînement, l'effet persistant, ne sera pas le même du tout. Et puis, il y a quelque chose qui n'existait pas en 95, et je pense que le mot même n'existait pas, ça s'appelait le télétravail.
Et donc, le côté je suis bloqué, je ne peux pas travailler, etc., n'a pas du tout la même allure aujourd'hui qu'en 95. J'écoutais mon éminent confrère François Langlais ce matin qui disait, donner ce chiffre, je ne l'ai pas vérifié, mais je lui fais vraiment confiance, moins de 2% des Français avaient un téléphone portable. Oui, Voilà, probablement. en 1995. Et puis en 2019, la réforme n'existait pas. Non, il y a celle de 2010 entre les deux que vous oubliez quand même. 2010, à un moment, il y a 3 millions de personnes dans la rue. Hein. La réforme de Sarkozy, la réforme Wörth-Sarkozy, celle qui passe de 60 à 62. Enfin, Wörth, Fillon, Sarkozy, voilà, rendons. À un moment, il y a 3 millions de personnes dans les rues. Et bon, Sarkozy tient ferme. Voilà. Oui, Voilà. enfin, les syndicats aussi étaient aussi moins unis. Ils l'étaient au début, mais après, ils l'étaient moins. Et le pouvoir avait C'est ça qui va être intéressant dans les jours à venir. C'est-à-dire qu'ils sont tous prêts à manifester le premier jour, mais on voit bien qu'ils sont tous sur des créneaux différents. Et donc, à voir comment les choses vont évoluer, parce que il sera facile, à mon avis, au gouvernement de planter des pics aux endroits où ça fait mal entre les syndicats. Mais c'est quoi les endroits où ça fait mal entre les syndicats? Moi, j'ai l'impression, c'est ce qui rend un peu cette discussion très compliquée, j'ai l'impression que c'est une affaire personnelle contre Macron. D'où cette idée, effectivement, que tout l'aspect social qui... enfin, on peut se le dire, vide totalement la réforme de ses effets importants. Hein, on le rappelle, je l'ai rappelé hier, on obtient l'équilibre 2030 ou 2035 qu'avec l'hypothèse d'un taux de chômage à 4,5% et une augmentation de la productivité d'1% par an. Autant dire que... Enfin, sur le taux de chômage. C'est quand même compliqué. Pourquoi ? Parce qu'il y a d'énormes efforts qui sont faits, les retraites à 85%, le minimum retraite à 85% du SMIC, les 3 âges 16, 18, 20 avec les départs décalés, la clause du grand-père pour l'ensemble des régimes spéciaux. Enfin bref, il y a beaucoup d'argent qui est redistribué d'une certaine manière. Et ça n'est absolument pas pris en compte parce que moi j'ai l'impression, Anne-Sophie, tu n'es pas d'accord, mais j'ai l'impression, et ça a été le grand tort, je pense, de Macron dans cette histoire, que c'est devenu une affaire personnelle contre lui. Parce que c'est axé sur l'âge de départ. Et c'est vrai qu'en France, par rapport aux autres pays, on est très attaché à l'âge de départ parce que c'est un peu un acquis aussi de liberté. Après, bien sûr, dans les faits, les gens partent souvent plus tard, notamment pour des raisons financières. C'est le cas dans les autres pays où, en effet, le débat se porte plus sur le niveau de la pension que sur l'âge de départ. Mais au moins, d'avoir 62, on dit, j'ai la liberté, je ne sais pas, imaginons que je gagne au loto, et bien moi, je peux partir plus tôt. Là, c'est vrai qu'on se dit, on perd entre guillemets 2 ans, donc c'est 2 ans de liberté en moins, même si dans les faits, souvent la retraite effective est plutôt 63 ans et demi. Voilà, quasiment 64 ans pour des raisons financières. Donc on voit qu'il y a un côté psychologique qui est très fort de se dire, voilà, on perd encore un acquis qui était important. Ok. Moi, je pense qu'il y a une dimension Macron, forcément. Oh. C'est-à-dire que il a eu la capacité de se construire et de ne pas avoir, pour l'instant en tout cas, de successeur. Et donc, que se passe-t-il après ? Et donc, l'enjeu, il y a une dimension politique forte forcément sur ce point-là et qui va s'inscrire dans la durée. Là, on est sur les retraites. Demain, il y aura d'autres réformes qui seront proposées. Et lui sera au premier plan à chaque fois. Et ça, je pense que ça va compliquer la fin du quinquennat, même si on n'en est qu'au début. À fond. Pour nuancer ça, c'est vrai que quand on regarde vraiment les enquêtes d'opinion en détail, surtout par rapport aux partisans, droite, gauche, LR et Renaissance, on voit que même chez les partisans de Macron, donc qui devraient énormément soutenir, vous en avez 3 sur 10 en fait qui se disent, qui comprennent pourquoi il y a des manifestations et qui comprennent que de travailler 2 ans de plus, même si ça a été dit par le candidat, etc., ce soit compliqué dans ce contexte. Là aussi, ce qu'il ne faut pas oublier, bon, bien sûr, il y a sa personne qui peut cristalliser des critiques, mais même dans ce contexte, on va dire ses sympathisants se disent, est-ce que c'était vraiment le bon moment opportun, voilà, vu le contexte, post-Covid, inflation et les quoi qu'il en coûte avec des milliards d'euros. C'est vrai que quand on parle maintenant de 13 milliards, vu ce dont on parle depuis 2 ans, c'est compliqué. Et donc, on voit que même les partisans se posent la question et on passe cette opposition nette qu'on avait dans les anciennes réformes, droite-gauche, pour, contre, et qui était beaucoup plus tranchée. Oui, mais probablement parce que on n'a pas Macron n'emporte pas, ne crée pas une dynamique, y compris dans son camp. Y compris dans son camp, c'est-à-dire que on ne sait pas très bien quel est
quelle est sa construction intellectuelle. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Oui, oui, mais ça veut dire que on a du mal à adhérer. On peut être d'accord sur un point, sur un autre, mais ça crée pas un momentum, comme on dit en franglais, très fort derrière lui. Et donc, chacun s'autorise à dire oui, ça c'est bien, mais ça c'est pas bien. Et même si globalement un tel est supporter du président, on s'autorise à le critiquer, alors que je pense que sous Chirac, Chirac avait une dynamique en tant que telle qui faisait que si quand même. Alors là, Philippe, on va pas partir dans un débat sur Chirac, parce que très franchement. Non, il était au pouvoir. La seule dynamique qu'il a jamais eue, c'est la conquête Chirac, enfin, Philippe. Oui, non. Il est plus libéral que Thatcher en 86. Je n'ai rien dit. En fait, je cherchais un mot. C'est pas quand on est mort qu'on devient super. Ah ouais, non. Tout ce qui s'est passé, mais oui. Non, je suis d'accord. Non, il avait. Mais alors ça, pour moi, c'est le grand mystère de toute cette histoire. Il a en tête sans doute une trame, Macron. Il avait une trame, c'est le travail. Et donc, si tu mets ensemble l'entrepreneuriat, appelle-le comme tu veux, French Tech, machin, etc. et tout, la réforme de l'assurance chômage, les retraites, tu peux retrouver une forme de cohérence. Simplement, il ne l'a jamais joué. C'est-à-dire, ils ont refusé cet argument qui est pour moi l'argument le plus intéressant, qui est de dire, mais si on travaille tous plus, à la limite, laissez de côté la retraite, si on travaille tous plus, c'est plus d'argent pour l'hôpital, c'est plus d'argent pour la police, c'est plus d'argent pour l'ensemble des profs. En tout cas, en ce moment, ça marche peu. Mais c'est pas possible que ça marche pas, Anne-Sophie. Parce que chez les seniors, tu as des gens qui sont au chômage n'arrêtent pas d'essayer de vouloir travailler. Mais le problème, c'est qu'ils ne trouvent pas. Non, je parle de ceux qui travaillent. Ceux qui travaillent. Si vous travaillez tous 2 ans de plus, je suis 1965, je vous l'apprends là. Nous sommes l'année qui va le plus contribuer en fait à cette réforme. Voilà, quand on prend ce qu'aurait donné la réforme Touraine si on avait touché à rien, etc. et tout, c'est ceux qui sont nés en 65 qui vont le plus contribuer. Ceux qui sont nés avant, nous te remercions. Exactement. Et ceux qui sont nés après, ceux qui sont nés après auraient pris la réforme Touraine de toute façon. Donc, enfin bref, peu importe. Donc, c'est 18 mois de plus que je vais travailler. C'est juste que c'est plus d'impôts sur le revenu, plus de recettes fiscales, sociales pour l'ensemble de la machine. Travail, etc. Mais oui, mais on parle de ça, Anne-Sophie. On parle de l'ensemble de ceux qui sont au travail, qui vont y rester un peu plus longtemps et qui auraient apporté. L'évaluation, c'est à peu près 30 milliards supplémentaires de recettes fiscales, sociales à l'ensemble de notre système de répartition. Pour avoir cette vision-là, tout à fait, il faut en effet, dans une situation, en effet, tu as de bonnes conditions, tu aimes bien ton travail, tu as la liberté de choix, d'action, et tu es quand même assez autonome. Mais c'est 80% des gens qui travaillent, Anne-Sophie, qui sont dans cette situation. C'est pas 80%. Si, c'est 80% des gens qui travaillent. Qui sont en fin de carrière, et on passe cette liberté que tu peux avoir déjà d'avoir un emploi passion, d'avoir une capacité de choix. Toutes les études que je regarde, il y en avait une récente là, il y en avait une récente sur les acheteurs. Toutes les études que je regarde, une très récente sur les acheteurs, c'était même à plus de 90% des acheteurs qui déclaraient qu'ils aimaient leur travail et qu'ils étaient contents de faire leur travail. Et tu es dans des proportions, mais sur l'ensemble de la population, tu as des proportions qui ne descendent jamais en dessous de 70%. Je t'assure. Alors comment t'expliques ces résultats ? Quel résultat ? Qu'il y ait autant de personnes qui soient contre la réforme si les gens étaient si heureux de travailler absolument 2 ans de plus. Et parce que tout ça a été cristallisé, si tu veux, c'est un petit peu comme l'amour de Stendhal, tu vois. C'est-à-dire, à un moment, tu sais, un peu de littérature. Le rouge et le noir, la cristallisation, comment Stendhal raconte comment finalement quelqu'un d'assez commun va devenir tout à coup un dieu ou une déesse parce que tout s'est cristallisé et comment à un moment la cristallisation disparaît. Et je crois que c'est ce qui s'est passé autour de cette réforme des retraites. Non, je pense qu'il y a vraiment un attachement à se dire je peux partir avant et en effet j'ai le choix de rester plus longtemps. Et là c'est le fait d'avoir cet âge légal qui soit décalé, qui touche vraiment, on va dire symboliquement, c'est ce que tu as dit, tout le monde. Oui, moi je pense qu'on est plus sur l'âge de la retraite, sur le symbole que sur quelque chose d'effectif. C'est déjà le cas.
Donc, Philippe, ce que disait Anne-Sophie, là, parce que ça, c'est l'argument qu'ils n'ont jamais pu utiliser, parce que c'est l'argument de l'extrême droite, c'est une réforme imposée par Bruxelles. Réforme, moi je ne le dirais pas comme ça, mais réforme nécessaire dans un contexte de remontée des taux d'intérêt avec 270-300 milliards à aller chercher sur les marchés cette année. Mais ce qu'on attend du gouvernement depuis un certain nombre d'années, c'est une certaine rigueur des finances publiques. On est tous d'accord sur les quoi qu'il en coûte qu'il y a pu avoir, mais il n'empêche que les déficits ne se résorbent pas spontanément. Donc il faut envoyer un message aux investisseurs. Parce que dans le même temps, on voit bien la construction européenne. Je veux dire, il faut qu'on soit plus coordonné à l'échelle européenne. On a tous été contents de voir que Olaf Scholz était d'accord pour un financement européen la semaine dernière. Mais il faut que, pour que ça marche, il faut que tout le monde joue le jeu. Et donc, je dis pas que ce que font les Allemands, c'est parfait, mais il faut qu'on ait un ensemble cohérent. Et pour l'instant, l'ensemble n'était pas franchement cohérent. Aux Français de faire un peu d'effort. On est un petit peu dans la même logique que celle de Mitterrand au début des années 80, quand il dit après 3 dévaluations, si on reste dans le système monétaire européen, eh bien il faut qu'on fasse moins d'inflation pour être cohérent et que le système fonctionne. On est d'une certaine manière dans la même situation. Il faut qu'on fasse des efforts pour que l'Europe ait une dynamique qui soit cohérente et que on fasse pas l'hypothèse que c'est pas grave, tout marche bien et on sera pas pénalisé. Non, tout à fait. D'ailleurs, en disant extrême droite, je pensais aux dernières décisions de Giorgia Meloni en Italie sur donc elle avait promis qu'elle ne supprimerait pas les aides à la pompe, les subventions des carburants. Et elle les a bel et bien supprimées. Elle a été rattrapée. Oui, mais c'est intéressant de voir l'extrême droite rattrapée comme tout le monde finalement. Complètement, mais bon, déjà l'Italie n'est pas dans la même situation. Par la force du système. France, notamment avec son système bancaire, et donc a été un des pays les plus aidés après le Covid. Et ce qui est intéressant pour l'Italie, c'est toujours son solde primaire. Oui. Moi, c'est vraiment l'indicateur que je regarde beaucoup. Et on voit que normalement, cette année, alors qu'ils ont un risque de récession, il reviendrait en excédent primaire. Donc on voit que le pays, même s'il a une dette de 20 points de PIB de plus que nous, eh bien, par sa gestion, en fait, est assez résilient. Et puis, il y a quand même Mario Draghi. D'un mot quand même pour solde primaire, c'est l'équivalent de l'EBITDA d'une certaine manière pour les entreprises, c'est-à-dire c'est avant le service de la dette. C'est ça. Voilà. Donc là, c'est vraiment ça qui montre la gestion des finances publiques par le gouvernement. Comme l'EBITDA. Et depuis le début de l'euro, c'est l'Italie quand même qui a les finances publiques les plus saines sur ce critère. Exactement. Donc sur ce critère de solde primaire. Solde primaire, oui. Mais les Allemands aussi ont un solde primaire. Non, ça alors Non, regarde. Les Hollandais. d'Eurostat. Me dis pas que les Hollandais n'ont pas de solde primaire. Alors là, un monde s'effondre. Mais parmi les grands pays, non, là, il faut. Les Bataves. Parmi les grands pays, les Italiens sont les plus alors, les Allemands sont. Le seul problème pour eux, c'est qu'ils ont des taux d'intérêt qui sont inférieurs à leur taux de croissance. Ils n'ont pas de croissance potentielle. Ils n'ont pas de croissance potentielle. Et donc, il y a un effet boule de neige sur la dette qui est terrible. Voilà, c'est ça. Mais sur le plan de l'activité pure et des finances publiques, c'est plutôt rigoureux. Alors justement, ça nous amène à notre zone euro. Donc surprenante résilience de la zone euro, titré Les Échos en milieu de semaine. Donc je cite, les économistes sont en train de revoir à la hausse leurs prévisions de croissance pour la zone euro cette année. C'est la première fois depuis 18 mois. Est-ce que vous faites partie de ces économistes qui sont en train de... Moi, j'étais plutôt optimiste. D'ailleurs, tu me l'avais dit, il n'y a pas de récession en zone euro. Eh bien non, je t'avais dit pas de récession. Donc voilà, quand même. Bon, on peut le saluer, surtout que c'était l'année dernière. Mais donc tu révises encore plus à la hausse alors? Alors pas quand même encore plus, parce que bon, quand même, voilà, il y a toujours de l'incertitude. Mais c'est vrai que ce qui est assez intéressant, c'est depuis 2-3 ans, on nous annonce toujours cette année de récession qui ne vient pas. Et en fait, quand on regarde vraiment les chiffres, les acquis de croissance, etc., bon, après, voilà, tu vas me dire,
dire, vu les milliards qu'on a mis dans l'économie, il faut quand même que ça se voit à un moment. Et donc, c'est vrai que ça booste la demande. Donc, on a au niveau des entreprises plutôt de bons indicateurs. Et concernant cette année, on voit le grand problème, c'est le ralentissement de la consommation, parce que les ménages, en effet, ont un fort taux d'épargne, mais ne consomment plus à cause des prix de l'énergie. Donc, mais en fait, il y a de l'argent. C'est juste que les anticipations sont négatives. Et au niveau des entreprises, il y a des commandes. Donc, on n'est pas du tout dans une situation de risque ou de crise comme on a pu l'avoir même après 2008. Pas du tout. Le problème, en effet, c'est que tout dépend de la situation des prix de l'énergie de l'Ukraine. Donc, c'est ça le vrai risque. C'est pas vraiment les indicateurs conjoncturels, pour l'instant. Philippe ? Mais moi, je révise à la hausse, oui. Mais parce que, en fait, c'est l'avantage ou l'inconvénient de l'âge. Moi, j'avais très vite en tête le choc de 74 sur la dynamique qu'on avait observée. Et quand Si. Non, je veux juste corriger, parce que tu donnes l'impression qu'en 74, tu faisais déjà des prévisions économiques. Non, Philippe, quand même pas. Non, pas encore. Mais Oui, je comprends ce que tu dis. Quand on a vécu les années 70, j'étais déjà un peu grand, on a la perception d'une rupture. Et le choc énergétique qu'on a subi se compare à celui qu'on a eu en 74. C'est pas exactement la même ampleur, mais ça se compare. Et la différence entre les deux, c'est qu'on a eu là une politique économique extrêmement active qu'on n'avait pas eu à l'époque. Et il est intéressant d'observer que aujourd'hui, quand on corrige le PIB des termes de l'échange, on s'aperçoit qu'on a ce qu'on appelle un revenu réel intérieur qui s'effondre, comme en 74. Alors qu'à l'époque, le PIB avait exactement la même allure que ce revenu réel intérieur, alors que là, le PIB continue de progresser parce qu'il y a eu cette dynamique des finances publiques qu'on voit en France, qu'on voit en Allemagne, qu'on voit en Italie. Et c'est ça la vraie différence. Là aussi, un petit mot d'explication. Attention, ne pas confondre pouvoir d'achat et revenu réel intérieur. Absolument, voilà. absolument. Et le pouvoir d'achat, lui, a continué à augmenter, justement, grâce à un appareil de subvention massif. Exactement. En fait, l'idée, c'est qu'on paye nos importations beaucoup plus cher, le gaz notamment, mais on ne peut pas répercuter ces augmentations de prix sur les exportations. Exactement. Donc il faut que quelqu'un les amortisse, et c'est la consommation, c'est l'investissement, etc. Et donc on peut recalculer le PIB en prenant ce nouvel indice des prix, et quand on fait ce calcul, on a un repli assez marqué. On serait en récession au regard de cet indicateur. Et donc, en fait, ce qui est extrêmement intéressant sur la période, c'est que la politique économique extrêmement active a permis de limiter les pertes de pouvoir d'achat pour les ménages, à rassurer les entreprises sur la dynamique de demande, et fait de telle sorte que on a amorti le choc, on a mutualisé ce choc par le biais des finances publiques, et de ce fait-là, l'impact sur le PIB en tant que tel est très limité. Alors on le paiera dans la durée parce qu'on émet de la dette, mais c'est pas très grave ça. On en a quand même émis 2 fois plus que les Allemands. Hein. Oui, mais Et presque 3 fois plus que la moyenne de la zone euro. Oui, mais le point intéressant, c'est que cette situation va permettre de ne pas casser la dynamique du marché du travail. Ouais, je comprends. Et ça me paraît plus important qu'un calcul de comptabilité de finances publiques. Si tu regardes que la dette, en effet, il ne faut pas, parce que peut-être qu'on a dépensé plus, mais nous, on n'est pas en récession comme les autres. Et le but de la récession, c'est le pire, parce que c'est vraiment la croissance qui se permet de te désendetter. L'Allemagne va l'être, tu crois, Anne-Sophie ? Il y a un point d'interrogation, là, légèrement. 0,3, mais normalement, il devrait l'être. Par rapport à ça, l'autre élément, on en avait déjà parlé, sur la demande, c'est vraiment le fameux policy mix qui est cassé. C'est vrai que dans toutes les crises globales, on ouvre un peu les vannes, et puis une fois que la crise est terminée, on a une politique budgétaire et monétaire coordonnée, restrictive. Là, on n'a pas une politique budgétaire restrictive, c'est le moins qu'on puisse dire, on continue. Et puis la politique monétaire, elle est quand même très, très, très graduelle et très progressive. Et on dit, attention, on remonte les taux. Ce qu'on n'avait pas compris, c'est que depuis 2008, on vit dans une situation qui n'est pas normale économiquement, d'avoir un taux d'intérêt inférieur au taux de croissance. Absolument. Donc emprunter à 1% sur 20 ans, ce n'était pas normal. Alors bien sûr, c'est agréable, on s'y est habitué, on a pu faire des affaires, etc. Mais là, on est plus dans une situation de normalisation
que d'explosion des taux. On aurait dû en fait avoir cette politique de remontée très progressive depuis la crise de 2008, quand il y a eu des politiques budgétaires plus restrictives. On ne l'a pas eu. Donc c'est vrai qu'on a toujours ce matelas budgétaire qui continue, pas qu'en Europe, aussi aux États-Unis, en Chine, toutes les zones continuent. Donc voilà, on n'a jamais eu autant de liquidités. Et puis voilà, alors certains disent qu'il y aura des bulles. Bon, ça, on entend toujours. Alors non, mais ça nous amène, il y a un petit peu d'inflation. Donc quand il y a quand même. Voilà. Il y en avait Tu la vois. post-Covid. Alors attends, parce que j'ai plein de questions précises et donc ça tourne très vite. Tu la vois. Tiens, un petit mot de Roux de Bézieux pour vous. Geoffroy Roux de Bézieux dit. Alors attends, il faut que je prenne le début de la phrase parce qu'il parle des économistes qui ont perdu leur boussole. Depuis le Covid, ce que nous constatons, c'est que les économistes ont perdu leur boussole. Pas tous. Explique-t-il. À rebours des attentes, donc Roux de Bézieux lui estime que plusieurs facteurs militent pour que l'inflation perdure. La réalité est que nous allons entrer malgré nous dans une spirale d'inflation. Les négociations annuelles obligatoires se font avec des représentants de salariés qui vont logiquement demander des hausses de salaire significatives. Les entreprises ont besoin de recruter, fidéliser, et le salaire fait partie des éléments qui entrent en compte. Cela va se répercuter d'une manière ou d'une autre dans les prix. Donc Roux de Bézieux dit... Les économistes ont perdu la boule et non, il n'attend pas une baisse importante de l'inflation dans les mois qui viennent. Alors non, c'est encore, on se base quand même aux chiffres. Et comment on fait la prévision d'inflation? Qu'est-ce qu'on voit? On a eu la première phase en effet d'inflation post-Covid, mais là encore, rappelons-nous, on était en 2021 à 1,6% d'inflation en France, donc on était en deçà des 2%. Donc la question, c'est pas de l'inflation, c'est quel niveau? Il faut de l'inflation, il faut juste qu'elle soit maîtrisée. Donc première phase, on a eu de l'inflation, mais c'était juste normal, on a dit attention au loup parce que c'est sûr on n'en avait pas depuis 10 ans. Mais là on était juste dans la normalisation. Après en effet on a eu la crise énergétique où là on a eu trop d'inflation, là complètement, mais de l'inflation en plus qui était importée, donc qui est pas au fait. Et quand on regarde au niveau des salaires, oui, on a des augmentations de salaires, mais on voit que par rapport aux États-Unis, qu'on crée beaucoup trop de politiques budgétaires et donc qu'on crée beaucoup trop de demandes par rapport au marché du travail. Donc eux, ils ont vraiment eu une inflation, on va dire classique, de création monétaire qui a créé de l'inflation, la fameuse courbe de Phillips. Nous, on n'est pas du tout dans cette situation, c'est de l'inflation importée. Donc on a eu des hausses dans certains secteurs qui étaient en tension, qu'on a eu pendant le Covid, qu'on a continué après, services à la personne, pharmacie, services financiers. Donc là, on a eu des hausses de salaire. Ça redescend ou pas, Anne-Sophie? Mais globalement, on n'a pas une hausse générale des prix dans tous les secteurs. On n'a que certains secteurs qui ont pu bénéficier de hausses des salaires. Et l'année prochaine, ça va redescendre. Pourquoi? Parce qu'on a un ralentissement de la croissance. Donc dès que vous avez une croissance qui ralentit, forcément, vous avez un impact sur la demande. Et donc c'est déflationniste. Vous avez la hausse des taux, certes qui est progressive, mais qui va quand même porter ses effets. Et puis, c'est ce qu'on a dit, fort impact sur l'inflation, sur la consommation des ménages. Comme les anticipations sont négatives à cause des prix de l'énergie, et bien forcément, moins de consommation. Donc ça aussi, ce sera déflationniste. Donc on va continuer de descendre. Et là, c'est assez classique. C'est vraiment les indicateurs qui le montrent. Philippe? Moi, je crois 3-4 à la fin d'année? Oh oui. Ouais. C'est-à-dire que quand même, mais plutôt 4. Plutôt 4 que 3. On est dans une situation où, par rapport au dernier épisode d'inflation qu'on a eu, celui des années 70, il n'y a pas du tout de clause d'indexation, de mécanisme d'indexation. C'est Chirac 75, quand il déclare l'indexation unitaire des salaires sur les prix, crée un choc de persistance terrible. Là, on ne rentre pas du tout dans cette logique. Ça, c'est le premier point. Donc, le deuxième point, effectivement, il va y avoir des négociations annuelles obligatoires, mais qu'est-ce qu'on voit sur les salaires? Moi, j'aime bien cette nouvelle base de données sur les salaires d'Indeed, qui suggère que dans les pays de la zone euro, depuis le début de l'automne, selon les pays, les pressions salariales ralentissent. Et donc, là, il y a un vrai changement qui s'opère à l'échelle de la zone euro, de la France, de l'Allemagne, de l'Italie. Et on est dans une situation où, effectivement, le risque de récession s'estompe, mais ce n'est pas pour autant qu'on rentre dans une logique de croissance folle. Et donc, même si les entreprises ont besoin de recruter, leur niveau d'activité ne va pas leur permettre de faire des choix aussi forts que ça. Donc, les choses vont se modérer. Moi, ce qui me préoccupe plus sur le plan de l'inflation, c'est ce que disait la note de l'INSEE du mois de décembre. Il y a les 2 tiers des entreprises industrielles
qui, à la fin 2022 ou au début 2023, renouvellent leur contrat d'énergie, que ce soit sur le gaz ou sur l'électricité, et donc à des prix qui seront bien plus élevés, et une partie de ces augmentations passeront dans les prix. C'est ce phénomène de contagion qui est aujourd'hui le plus préoccupant. Mais à peu près, puisque là, on a des chiffres, en partie grâce à Rexecode d'ailleurs, dont je me souviens. Tu en as à peu près 30% qui pensent qu'ils vont passer sans problème les augmentations dans les prix. 30%, ou même un peu plus d'ailleurs, qui ne sont pas vraiment inquiets de la hausse de l'énergie, voilà, tout le tertiaire, etc. Bon, voilà, peu importe. Vraiment Oui, mais même sur l'industrie, en fait, c'est une part de l'industrie qui est inquiète de ne pas pouvoir répercuter ça dans les prix. Oui, voilà. Mais ce qu'on voit quand même quand on regarde les indices de prix à l'échelle de la zone euro, c'est que les prix des biens et des services ont des contributions qui continuent de progresser, pas très vite, mais qui continuent de progresser. Ça veut dire, messieurs, madame, monsieur, réponse très rapide. On revoit à la hausse nos anticipations de croissance et l'inflation se calme. La Banque Centrale Européenne a joué un coup de maître. Elle a pas mal joué. Oui. Elle a pas mal joué. Elle a bien fait d'attendre avant d'augmenter les Voilà. coûts. C'est vrai qu'elle avait été très critiquée pour ça. Ah, elle l'est toujours d'ailleurs. Ouais, elle l'est toujours. Mais en effet, elle a bien fait de jouer la montre, pour l'instant. Si on regarde. Pour l'instant, on marque une pause. On repart, c'est juste alors, parce qu'on parlait des salaires, donc vous avez peut-être suivi ça, hein, le Uniqlo donc, qui annonce des hausses comprises entre 20 et 40%. Alors, dans les faits, parce que c'est là que le marché du travail au Japon, c'est quelque chose de très compliqué. Hein. J'ai regardé un petit peu ça, je n'avais pas l'habitude. C'est en fait seules 8500 personnes qui ont ces espèces d'anciens contrats à vie, là, qui sont en train quand même de disparaître au Japon, qui vont en bénéficier, mais sans doute derrière, c'est 56 000 personnes, hein, Uniqlo, au Japon en tout cas. On parle quand même d'un virage stratégique très fort sur un marché du travail où les hausses de rémunération sont rares et souvent dérisoires. Et tu parlais de démographie pour l'Italie, le chiffre est quand même impressionnant hein, sur le Japon. La population en âge de travailler a fondu de 15% depuis 1994. Et ils ne font pas d'immigration du tout. Zéro. Zéro. C'était un chiffre, c'était au moment de quand Angela Merkel avait ouvert les vannes, là, hein, Wirtschaften das et tout, le Japon avait pris 7 personnes, 7 immigrés syriens. Oui, le chiffre m'avait frappé. Ils avaient autorisé. Non, ils avaient autorisé 7 immigrés syriens. Non, c'est très étonnant. Philippe ? Le Japon a un taux d'inflation très faible dans la durée parce que les salaires augmentent peu d'une manière générale. Alors peut-être qu'ils font un changement radical. De stratégie, à voir dans la durée, parce que pour l'instant, c'est pas... les Japonais avaient tout essayé depuis justement 90, pour essayer de doper l'inflation, sans jamais vraiment y réussir. Et même maintenant, ils ont un taux d'inflation qui est à peine à 4%, en dépit d'une dépendance énergétique très forte. Donc, à voir. C'est peut-être simplement quelque chose de très spécifique sur cette marque. Pour l'instant, il est trop compliqué de généraliser. Mais ce qui avait été intéressant l'année dernière sur l'inflation japonaise, c'est qu'elle s'était effondrée. Tout le monde voyait son inflation remonter et l'inflation japonaise avait baissé parce que... les gars, Damned encore raté, quoi. L'État japonais avait trouvé que les abonnements à Internet et par téléphone portable étaient beaucoup trop chers. Et donc, ils avaient décrété une baisse des prix. Et il y a un décrochage du prix des connexions, des abonnements, qui est absolument considérable et qui a pesé très lourd dans l'inflation japonaise. Alors, ça se régule avec le temps, bien sûr, mais ça avait marqué un coup d'arrêt, une divergence par rapport aux pays développés dont l'inflation accélérait. Donc, je ne suis pas sûr qu'on puisse généraliser. Et puis, il y a un autre point quand même. Quel était le salaire de départ ?
Oui, c'est ça. Les salaires sont très très faibles en fait. C'est ce que je ne connais. Je connais rien au Japon, donc j'ai appris ça. Si on touche en euros, en référence euro, 700 euros par mois, vous faites 20% d'augmentation. Ça ne fait pas non plus un salaire qui explose. Donc il faut avoir cette référence-là pour pouvoir juger du choc. Anne-Sophie ? Il y a deux choses. C'est vrai que sur le marché du travail, c'est très peu comparable par rapport à ce que nous, on a en Occident. Là, il y a vraiment l'idée, normalement, de rester dans son entreprise. Il y a un côté fierté de l'entrepreneuriat assez paternaliste qui est beaucoup plus développé. Donc, vraiment, l'idée, c'est de faire tout son parcours. Donc, il n'y a pas ces turnovers qu'on a pu voir en Europe. Et puis, il y a une population qui s'effondre, quoi, vraiment, en âge de travailler qui s'effondre. Donc ça, et puis on n'a pas eu, comme aux États-Unis, où un tiers des salariés a changé de secteur, en Europe moins, on n'a pas eu du tout ces phénomènes-là. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup plus captif, c'est toujours dans les mêmes secteurs, c'est, on va dire, une évolution de carrière qui est très graduelle. Et donc là, c'est vrai que des entreprises comme ça, avec la perte de population sans immigration, fait qu'il faut quand même attirer. Là, Uniqlo, ce sont quand même de grosses entreprises. En plus, il faut attirer des jeunes. Donc là, l'aspect salaire peut être utilisé. Mais à mon sens, c'est quand même très limité et on ne voit pas, là aussi, une hausse générale des prix. Puis l'autre élément, c'est plus au niveau international. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir le positionnement du Japon, notamment par rapport à la Chine, et notamment par rapport aux traités commerciaux. On voit le RCEP, donc là, qui a été rentré en vigueur il y a 1 an. On voit que tu nous redis ce que c'est, le RCEP, Anne-Sophie ? C'est un traité commercial, c'est le plus grand au monde, qui a été signé, qui rentre en vigueur il y a 1 an, qu'a signé donc la Chine, avec tous les pays donc de la zone asiatique, avec le Japon, avec l'Australie, avec la Nouvelle-Zélande. Par contre, il n'y a pas l'Inde, par exemple. Et ce qu'on voit, la Corée du Sud aussi y est. Et donc, ce qu'on voit, c'est que le Japon fait quand même le pari des échanges quand même avec la Chine, en tout cas de bénéficier de ces zones monétaires, même si on sait qu'il y a d'autres problèmes, qui n'est pas du tout la même stratégie que l'Inde. Après, il n'y a pas la même situation démographique, mais c'est aussi intéressant de voir comment aussi sur son position de gamme, parce que ça, c'est quand même ce qui fait aussi la richesse du pays, comment va se positionner le Japon à moyen long terme dans un contexte où la Chine monte aussi très fortement en gamme et a la puissance démographique. Alors, moi, si je peux faire 2 remarques, on voit quand même que les échanges du Japon sont devenus très dépendants de la Chine. Exactement. Et donc, il y a une situation qui a basculé. C'était très dépendant des États-Unis, c'est devenu très dépendant de la Chine. C'est pas le cas de l'Inde ou d'autres pays. Exactement. Et le deuxième point, c'est que le Japon a un avantage par rapport à tous les pays, c'est que dans les années 70-80, ils se sont déployés partout dans le monde. Et donc, ils ont des revenus qui viennent du reste du monde. Et donc, ça amortit complètement les fluctuations internes. Et c'est en cela que le Japon est très particulier. C'est-à-dire que si vous regardez l'Europe, ces richesses accumulées à l'extérieur, c'est 0 en moyenne. Le Japon, c'est énorme. Donc, quand la situation est très bonne au Japon, les profits de Toyota peuvent rester aux États-Unis. Quand c'est moins bon au Japon, vous pouvez avoir des rapatriements et compenser cet effet-là. Et ça, c'est quelque chose de très spécifique à l'économie japonaise. Et donc, c'est pour ça que sur un c'est passionnant. Difficile de... Oui, mais ça ouvre une discussion très intéressante. J'apprends plein de choses. Il y a vraiment cette idée en effet, nationaliste qui existe. Et donc, en effet, quand le Japon peut avoir des difficultés, les revenus des entreprises à l'étranger, la priorité, c'est d'aider aussi son pays. Et si on ne le fait pas, il y a aussi une sanction morale. Ça n'a pas échappé que ce n'est pas forcément le cas en Europe avec les entreprises. Il n'y a pas d'évasion fiscale, tu veux dire, au Japon? Il y a pas. Il y a bien un petit truc de Toyota quelque part dans les îles Caïmans quand même. Ce serait de la mauvaise gestion sinon. Oui, c'est moi qui le dis. Oui, et puis alors c'est le truc qu'on sait tous, c'est que la dette est détenue par les Japonais et donc par la Banque du Japon. Voilà, et par la Banque du Japon et par les Japonais, et donc elle est au-dessus de 200% du PIB, mais elle est absolument pas en risque. Non, tout ça est intéressant. Alors nous amène sur la Chine. Donc puisqu'on était dans la natalité, donc la population chinoise a commencé à diminuer en 2022 pour la première fois depuis 60 ans. Et il y a 60 ans, c'était le grand bond en avant. C'était la terrible famine suite au grand bond en avant de Mao Tse-tung. 850 000 Chinois en moins
9 millions et demi de bébés et c'est 1 million de moins qu'en 2021. Donc on a eu le chiffre de la croissance chinoise pour 2022, 3% de croissance. Bon, pire performance depuis 1976, mais en même temps, ce n'était pas vraiment une surprise, c'est maintenant que ça repart. Donc justement, comment est-ce que vous voyez cette relance et surtout quelles sont les conséquences peut-être pour l'Europe d'une réouverture chinoise qui serait vigoureuse, d'un coup d'accélérateur massif donné à la machine de production chinoise? C'est vrai que je pense que donc le parti surtout attendait que son congrès ait lieu donc là à l'automne, donc c'est vraiment un peu la page qu'on peut tourner. Voilà, exactement. Voilà, réouvrir maintenant et revenir dans une normalisation. Il y aura une reprise cette année, hein. On est à plus de 4,4%. On va pas revenir aux 5-6% à moins qui est contexte international exceptionnel. Il y a quand même la crise du secteur immobilier qui impacte, plus qu'on a beaucoup nous focalisé sur la politique zéro Covid, mais c'est vrai qu'au niveau de l'immobilier, pour beaucoup de ménages, il y a eu vraiment un impact important. Puis l'autre élément, en effet, c'est le vieillissement et c'est l'exode rural. Tout le modèle chinois se basait sur une croissance importante à 5-6% pour pouvoir créer des milliers d'emplois chaque année pour pouvoir absorber l'exode rural. Parce que là, la Chine, c'est pas du tout le Japon. Les États n'ont rien à voir dans leur niveau de développement. On a un pays africain à côté de la Suisse, par exemple. Donc, ils sont vraiment dans cette tendance-là. Il faut créer de l'emploi pour absorber. Et là, c'est vrai qu'avec un ralentissement de la croissance, même s'ils font le pari du haut de gamme qui fonctionne, on va avoir un temps de latence où le fait de transformer ça en grosse croissance, comme on l'a pu avoir avec les excédents commerciaux, ça va prendre plusieurs années. Donc on est dans il ne s'agit plus d'appuyer sur un bouton. Voilà. Alors après, on est dans un système classique, dans les modèles de croissance, on le sait. Une fois qu'on s'est développé, eh bien, on a justement cette stabilisation, cette migration démographique. Et puis ensuite, on revient à une croissance, on va dire, de 3-4%. Même nous, ça nous ferait rêver en tant que pays développé. Mais toute la Chine, tous les États chinois ne sont pas développés au même niveau. Donc là, ça va vraiment être de comment on travaille cette transition, comment on conserve la création d'emplois pour que ce miracle chinois qui fait que on renonce à certaines libertés, mais parce qu'on a ce miracle économique fonctionne. Et puis il y a quand même la transition écologique derrière, parce qu'il y a beaucoup d'endroits qui sont quand même très touchés aussi par la pollution. Donc ça va venir aussi impacter un petit peu mais quel est leur engagement là-dessus? Ça reste quand même un gros point d'interrogation. Alors, bon, moi, je me souviens qu'il y a 7 ou 8 ans, on faisait des grands discours sur la Chine verte et les sinologues t'expliquaient qu'il fallait prendre au sérieux la Chine verte et tu te retrouves avec 8 milliards de tonnes de charbon qui ont été brûlées l'année 2022. Donc, tu te dis qu'il y a un peu de... Mais ça, ce sera en effet la démographie, la transition écologique et comment créer toujours de l'emploi et garder ce contrat social dans un contexte où, en effet, plus vous allez développer, plus il y aura aussi sûrement une quête de liberté. Il peut y avoir aussi des problèmes plus sociaux. On l'a vu là avec les révoltes qu'on a eues en fin d'année, qui restent limitées, parcellaires. Mais ça peut être aussi une question sur la transition en Chine, mais à moyen long terme. Je vais te donner la parole, Philippe, et je voulais juste rappeler, parce que Laurence Daziano, qui connaît bien la Chine, est venue nous voir au milieu de la semaine. Et en fait, parce que c'est quelque chose que j'ai vu nulle part, c'est bien pour ça qu'elle vient d'ailleurs, la petite finesse politique pour expliquer le passage d'une fermeture à l'ouverture totale, c'est le passage en fait de Covid à Omicron. Et donc, en fait, le discours du pouvoir, c'est « nous avons vaincu Covid, la Chine a vaincu Covid, maintenant nous sommes face à Omicron ». Là, ça n'a absolument rien à voir, donc vous pouvez tous retourner au travail. C'est une grippe saisonnière. C'est d'une habileté redoutable. C'est une habileté redoutable. Voilà, ça va faire 1,5 million, 2 millions de morts, ce qui sera à peu près dans les standards occidentaux. Oui. Il n'y a pas de... Comment est-ce que tu vois ce... Il y a plusieurs choses. Effectivement, la crise immobilière est quelque chose de très marquant. Ils ont vécu 2008, quoi, en fait. Ils ont vécu 97-98 dans les pays asiatiques. Ouais, c'est ça. Parce qu'il faut juste avoir un chiffre. En 2000, personne ne possédait son logement en Chine. En 2021-22, suivant les stats, on est à près de 90%. Donc il y a eu un mouvement Le miracle chinois. 90% de propriétaires. Oui, il y a un mouvement immobilier qui a été absolument considérable et avec une conséquence... Ce qui te ramène peut-être au sujet des retraites d'ailleurs, parce qu'ils savent très bien, eux, qu'il n'y aura personne, une fois qu'ils ne travailleront plus, pour subvenir à leurs besoins et à leur logement. La dimension sociale est extrêmement forte sur la question chinoise. Et quand on regarde le patrimoine des Chinois, leur endettement est immobilier, en grande partie, essentiellement, 130% du revenu quand même. C'est énorme.
Et leur patrimoine, c'est de l'immobilier aussi. Donc cette question, cette question de la crise immobilière paralyse les Chinois. Et donc, il y a une... Oui, parce que le pouvoir ne peut pas ruiner les promoteurs les uns derrière les autres. C'est derrière, c'est ça, le patrimoine de la population qui s'effondre. D'ailleurs, il y a eu toute une série de mesures pour éviter qu'il y ait des faillites sur l'immobilier. Donc là, il y a une vraie question qui est posée, qui ne va pas se résorber comme ça spontanément. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, effectivement, il y a cette levée de la politique zéro Covid, mais qui se traduit déjà par des contaminations très fortes. Donc, la reprise n'aura pas lieu immédiatement. Je pense qu'elle aura lieu plutôt dans la deuxième partie de l'année, où on aura eu des vaccinations, etc. Mais je pense qu'il y a ce timing-là. Je pense qu'il y a une autre problématique sur la Chine, qui est la façon dont les Américains interdisent désormais les transferts de technologie. Ça, je pense que c'est quelque chose de majeur. Quand Biden refuse des transferts de technologie vers la Chine, quand il accueille à bras ouverts les 2 usines TSMC en Arizona, il y a une dimension à la fois politique, bien sûr, mais de séparation entre la Chine et les États-Unis. Et ça, je pense que c'est quelque chose qui est extrêmement préoccupant et qui oblige la Chine à mobiliser des ressources pour développer sa propre technologie. Elle voulait le faire de toute façon. Oui. Elle voulait le faire, mais avec l'idée sur la technologie, l'important, c'est qui va définir le standard. Et aujourd'hui, les Américains ont un pas d'avance dans la définition du standard par ce biais-là. Avant que la machine, quel que soit le volontarisme des Américains, avant que leur capacité industrielle rattrape les capacités industrielles chinoises, les Chinois ont le temps d'installer 2-3 standards quand même, tu crois pas, Philippe ? En termes d'innovation, pas encore. C'est-à-dire quand même des secteurs. Oui, mais il faut fabriquer derrière. Il y a des secteurs, bien sûr. Apple a beau dire, OK, on part en Inde. Et en fait, ils partent pas en Inde. À un moment, tu peux pas le faire ailleurs qu'à Shenzhen. Oui, mais... Et pendant sans doute de nombreuses années encore. Mais il y a une rupture qui s'opère sur ce plan-là. Et je pense qu'il faut y être... Non, c'est très intéressant. Je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est très intéressant. Mais je regardais un chiffre récent, là, les échanges commerciaux entre la Chine et les États-Unis n'ont jamais été aussi importants. C'est toute la problématique politique. On a souvent parlé, on a souvent dit, oui, il y a une guerre froide entre les... Non, la guerre froide, on a l'URSS en référence, mais il n'y avait pas d'échange économique. Là, on est dans une situation où il y a politiquement des tensions, mais des échanges, une interdépendance économique très forte. Alors tout à l'heure, tu parlais de l'impact pour l'Europe. L'impact, il est pas négligeable. Il y a plusieurs aspects. Le premier, c'est que on voit depuis 2020, grossièrement, que les importations chinoises ne progressent pas. Et donc, ils exportent beaucoup. Les importations ne progressent pas. Ça veut dire que la dynamique chinoise est un frein pour la croissance des pays occidentaux. C'est-à-dire qu'on achète des produits chinois, mais on ne peut pas leur en vendre. Et donc, il y a une situation qui est... Mais ce n'était pas dû à l'effondrement de leur situation économique ? Non, pas en 2020, pas en 2021. Et donc, il y a une situation qui est pénalisante pour nous. Et qui, pour nous, pour les Américains, et donc là, pour qu'on ait un effet d'entraînement, il va falloir qu'on voit ces importations progresser plus rapidement. Ce qui n'est pas encore le cas. Là, quand on regarde les chiffres de décembre, on est en négatif. Donc là, cette dimension-là est importante. L'autre point va être intéressant de comment va se positionner l'Allemagne, par exemple, par rapport à la Chine. Les actifs allemands en Chine sont très importants, notamment sur l'automobile. Et donc... comment les choses vont-elles s'articuler dans un cadre où les Européens veulent prendre leur distance vis-à-vis de la Chine. C'est ce que disait Ursula von der Leyen. Donc ça va être... la question n'est pas encore totalement résolue. Et puis derrière la question, c'est OK, on a tous envie que la Chine reparte pour faire repartir la machine mondiale. Est-ce qu'ils ont les capacités de rebondir aussi fortement ? C'est ce que disait Anne-Sophie. Moi, je ne suis pas persuadé du tout. Mais juste, j'y pense là avec ce que tu dis. L'Allemagne est quand même... Enfin, on a Miss Europe, Angela Merkel, etc. Quand tu vois la façon dont ils sont coincés, mais sur absolument tous les sujets,
C'est-à-dire, leur sujet macroéconomique, commercial dépend en partie de la Chine, leur sujet d'indépendance, de souveraineté militaire. Mais j'allais y venir, les États-Unis, parce que là, je lisais, nous ne livrerons aucun char lourd à l'Ukraine tant que les Américains n'auront pas livré un char lourd. Enfin, on en est là, en termes de souveraineté. Évidemment, on ne parle pas de leur dépendance énergétique. Enfin, et on achètera des F-35 plutôt que des avions français. Oui, mais enfin, tu comprends, par quelques bouts que tu regardes, en ce moment, je suis mais en ce moment, ce pays, il est vassalisé. Ouais. À un moment, il faudra vassalisé sur chacun des aspects sur lesquels il pourrait essayer de se développer ou d'avoir une voie un petit peu indépendante. Wow. Et bien justement, terminons avec les États-Unis. Donc après, c'est aujourd'hui 31 381 milliards de dollars, très exactement. C'est marrant quand même que ce soit à ce point précis le plafond de la dette américaine. 31 381 milliards de dollars. Donc le plafond va être atteint. Donc vous savez, c'est le niveau d'endettement que l'État fédéral n'a pas le droit de dépasser. Alors en théorie, parce que d'ores et déjà, Janet Yellen a dit qu'on pouvait mettre en place des mesures exceptionnelles jusque début juin. Mais enfin, début juin, là, on y a droit. Et donc, je ne sais pas ce que vous en pensez. C'est une scène de théâtre à laquelle on est maintenant habitué, le plafond de la dette américaine. Sauf que il y a eu l'élection pénible du président, du patron de la Chambre des représentants. Donc démocrate, M. McCarthy dans les conditions que l'on sait. Républicain. M. McCarthy dans les conditions que l'on sait. Et il semble que parmi ces conditions, il y ait l'idée d'être très ferme sur le plafond de la dette, cette fois-ci, sur la dépense publique, d'arrêter de recruter des fonctionnaires. D'arrêter de recruter des fonctionnaires à l'IRS, au service des impôts d'ailleurs. J'ai vu ça dans le détail, ma chère Anne-Sophie. La numérisation qui prendra le relais. C'est la numérisation qui prendra le relais. Donc, alors, sujet, pas sujet, non, nouvelle scène de théâtre, rien d'inquiétant. Bon, il y a quand même voilà, nouvelle scène de théâtre. Sur le fond, c'est vrai que ce qui est assez intéressant, c'est bien sûr la question inflationniste, parce qu'eux ont commencé la remontée des taux plus tôt que nous, mais c'était voilà, une inflation classique. Là, c'est vrai que l'administration a été assez critiquée, mais c'est Trump qui avait commencé avec cette politique budgétaire quand même très 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 expansionniste, et beaucoup ont dit trop par rapport en fait à l'ampleur de la crise. Donc là, il y a un petit peu cette critique, et donc on voit que niveau républicain, on va essayer de jouer là-dessus en disant voilà, il faut arrêter de faire autant de chèques. Là où justement Biden est très malin, et c'est pour ça que je trouve que c'est assez intéressant de voir, c'est-à-dire que justement il fait de la dépense publique, mais de la dépense publique, on va dire protectionniste. Donc c'est oui, on dépense infrastructure plus, et subventions, absolument. En effet, la grandeur américaine, et c'est pour justement supplanter les Chinois. Tout à fait. Donc là, c'est très intéressant parce que économiquement, il peut faire de la dépense qui était traditionnellement ce que font plus les démocrates, mais il a même politiquement, en fait, il peut leur dire vous êtes contre la souveraineté américaine. Exactement, qui marche très bien. Donc là, c'est assez ingénieux, et donc pour les républicains, ça va être un petit peu plus dur de faire voilà, le palier juste sur les trop endettés, etc. Mais d'ailleurs, ils l'ont voté. C'est-à-dire le fameux IRA à 1400 milliards, ils l'ont voté. Voilà, on sait qu'il y en aura d'autres, de toute façon, que c'est le début. Donc là, je trouve que c'est assez bien joué pour les démocrates. On voit que pour la prochaine campagne, ils vont sûrement continuer de jouer là-dessus. Donc, en tout cas, pour l'économie, là aussi, on s'attend aussi à une décélération de l'inflation aux États-Unis, qui a commencé. Donc, on voit que, quand même, cette politique de hausse des taux fonctionne. Quand, en effet, le président de la Fed a dit, de toute façon, on va juguler l'inflation, même s'il y a une récession, c'était quand même très fort. Donc là, il a quand même annoncé le ton. Et comme on sait que c'est quand même une inflation classique de type voilà, trop de stimuli de demande, c'est vrai qu'il y a l'idée de se dire, si on en fait un peu moins, on va réguler ça plus facilement. Mais c'est vrai que les plans Biden, notamment de l'IRA, qui est quand même très attractif, avec un prix de l'énergie qui est quand même beaucoup plus attractif que ce qu'on a en Europe, c'est vrai que ça, dans les perspectives, c'est quand même assez positif à moyen long terme, parce que là, ce que regardent quand même toujours les investisseurs, maintenant, c'est quand même plus de moyen long terme avec le cadre de la transition. Philippe ? C'est une pièce de théâtre assez récurrente quand même. Ça fait des années. Rien de plus que ça cette année. T'as pas de crainte. Je pense que les républicains vont négocier certaines choses. Voilà, c'est juste une capacité à négocier un certain nombre de points, avec le risque pour Biden, si ça marche pas, d'avoir une deuxième partie de mandat qui soit neutre. Parce que mais en même temps, le pognon est voté. C'est-à-dire sa deuxième partie de mandat, il a juste à le déverser, en fait. C'est en cela où, effectivement, il a été assez habile. L'IRA, ça y est, c'est voté et ça commence, quoi. Oui, mais
ne minimisons pas la capacité des Républicains à mettre des bâtons dans les roues du système. Les roues, ou du sable dans les rouages. Ça va être ça le grand truc. Donc là, il va y avoir des négociations. On aura peut-être des fonctionnaires qui ne seront pas payés pendant quelques semaines. Et donc, ça fera la une des journaux. Ça n'a jamais eu d'impact majeur sur... mais revenons quand même sur un point. Quoi qu'il arrive, ce plafond de la dette est un truc ridicule. Ça n'a pas de sens. Comme les 60% européens. Oui, c'est jamais respecté. Parce que la question qui est quand même... C'est le vieux keynésien qui s'exprime, là. La question qui est posée, qu'on avait pensé avoir résolue... La question qui est posée, c'est de temps en temps mettre les chiffres en face et se dire « Ah oui, tiens, voilà ». Quel est le bon niveau de la dette publique ? Quel est le bon niveau de la dette publique ? Alors, quand il y avait eu le bouquin de Reinhardt et Rogoff, on s'est dit 90%, c'est génial. Oui, c'était cela l'intérêt de ce papier. Ils ont revu leur multiplicateur en disant que l'échantillon n'était pas... Bon, là, vous rentrez dans des... On n'a plus le temps d'expliquer toute la discussion. Non, mais on avait... en fait, l'intérêt de ce papier était de dire on a trouvé le bon taux optimal de dette publique. Il se trouve que l'ensemble de leurs travaux étaient entachés d'erreurs manifestes. Voilà. Donc, on ne sait pas, et le Congrès américain n'en sait pas plus que nous sur le niveau optimal de la dette, et donc ils vont voter un truc qui va peut-être être à 40 000 milliards de dollars. Non, et en plus, c'est notre grande chance à nous aussi, grâce à l'euro. Leur dette est en dollars. Donc, ils peuvent, tu sais, il y a cette fameuse histoire de la pièce de platine, voilà. Donc, si jamais il y a un problème, ils fabriquent une pièce de 1000 milliards de dollars de platine. Alors, pourquoi en platine ? Parce que dans la Constitution américaine, c'est le seul métal qui n'est pas limité, en fait, par, justement, le plafond. C'est un truc comme ça. C'est comme ça. Et oblige, et la Réserve fédérale rachète cette pièce à 1000 milliards et emballé, c'est pesé. Juste un dernier point, quand on fait quand on agrège le secteur public américain, vous avez le Trésor qui émet, la Banque centrale qui achète. Au total, c'est pas si dramatique que ça. Mais juste, c'est vraiment le mot de la fin, mais parce qu'on l'a enterré, je sais pas combien de fois, moi, à l'Amérique, elle sort plus puissante que jamais, j'ai l'impression, là, de l'ensemble de cette histoire. On enterre l'Europe, la Chine, les États-Unis régulièrement. Ouais, mais là, les États-Unis, non. Donc, non, mais les États-Unis ne sont jamais enterrés. Bon, tout le monde. Ils ressortent bien. Parce entre le gaz, le pétrole et ChatGPT, si tu veux, si tu résumes un peu le truc, tout est à nouveau chez eux. Quoi. Exactement. Et puis la guerre n'est pas aux États-Unis. Et ils n'ont pas la guerre. Et ils n'ont pas la guerre à nouveau. Ça, c'est quelque chose d'important. Tu as parfaitement raison. Chers amis, merci. Merci. Tout cela a été très plaisant. Et donc, demain, évidemment, Aurélie Planex. Et puis nous, on se retrouve lundi pour d'autres débats.